Le 5 mars précisément 2020, de façon historique, la première fois où le président faisait cet exercice. Alors 2020 a été quasiment une année de renouvellement de l'Assemblée nationale. Donc le Sénat qui devait être renouvelé ne l'a pas été parce que dans la Constitution de 8 novembre 2016, il était prévu que le Parlement, c'est-à-dire le Parlement, ce sont ces deux chambres. La fin des pouvoirs du Parlement devait prendre fin en décembre 2020. Vous voyez ? Alors donc il y a eu notamment, on va en parler, notamment dans le discours notamment du président de la République à la Nation du 5 mars 2020, qui a prévu des réformes constitutionnelles, des révisions constitutionnelles. Et ces révisions constitutionnelles ont permis ce qu'on appelait notamment la transmission au niveau du Parlement, a permis notamment cette continuité législative, voudrais-je dire. Et cette continuité législative a permis l'organisation des élections en lieu et place de 2020, décembre 2020, en février pour les législatives. Et donc les sénatoriales n'ont pas eu lieu en 2021. Ça a pu expliquer cela. Et donc finalement, ces sénatoriales auront lieu, comme le président de la République l'a indiqué, lors de la cérémonie de présentation des vœux en janvier au palais présidentiel, que ces sénatoriales se tiendront effectivement cette année. Cette année 2023. Ça peut donc expliquer cela. Nous sommes en train de spéculer, c'est juste des suppositions. C'est une année de césure, il faut le constater. Alors, Monsieur Kouadio, Éric Kouadio, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, pourquoi, selon vous, 2021, on n'a pas assisté à cette cérémonie? Bon, pour l'année 2021, il y a deux paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est qu'il y avait le problème de renouvellement des chambres qui devait être fait au niveau du Sénat par rapport au fait qu'on arrivait à la fin du mandat. Ensuite, il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle la pandémie liée à la Covid, qui est aussi un paramètre assez important qui pouvait justifier cet état de fait. Donc, en mettant en lien ces deux éléments, cela peut expliquer, parce qu'on a été obligé pendant la période de la pandémie de Covid d'éviter les rassemblements aussi intenses. Alors que, vous pouvez le constater, lorsqu'on réunit le Congrès, ça fait environ 355 personnes qui sont réunies dans une salle. C'est en violation complètement avec toutes les mesures qui étaient prises par le Conseil national de sécurité pour permettre d'atténuer l'effet de la... D'accord, donc le Covid, la pandémie de Covid peut expliquer aussi cela. Ce congrès, quel est son sens? Vous étiez déjà en train de nous le donner. Quel est le sens du congrès? Alors, le congrès, comme je le disais, est vraiment l'instance qui va regrouper les deux chambres du Parlement. Dans un même lieu. Dans un même lieu. Et pour notamment exercer la fonction législative, c'est-à-dire la fonction de faire le droit, donc de légiférer. Soit, d'une part, lorsqu'il s'agit de faire une révision constitutionnelle, ou bien également pour entendre le message de la nation du président de la République. Alors tout à l'heure, dans le reportage, j'ai vu que les articles 114 et 115 étaient pris l'un comme l'autre, ou l'un pour l'autre. Il y a une différence importante, c'est que le fondement même du Congrès, c'est plutôt l'article 114, qui prévoit que le président de la République s'adresse chaque année au Parlement réuni en Congrès. L'article 115 de la Constitution prévoit également que le président s'adresse à l'Assemblée nationale ou au Sénat, directement ou indirectement. Indirectement, ce n'est pas un message qui fait lire par le vice-président, et directement, c'est lorsque lui-même est reçu par le Sénat ou par l'Assemblée nationale. Pas en même temps. Pas en même temps. Là, il ne s'agit pas de réunion en congrès. Il s'agit notamment d'une adresse du président de la République directement, soit avec l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Donc la nuance également entre ces deux articles, elle est fondamentale. C'est bon. Parce qu'elle ne recouvre pas la même réalité. C'est bon de le relever. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup. Maintenant, le choix du Sofitel. Les deux premiers... Allez-y. C'est que j'aurais pouvoir apporter sur le Congrès. Le Congrès, c'est la réunion des deux chambres. Mais ensuite, il faut savoir qu'en ce qui concerne la réunion de ces deux chambres, il y a trois raisons qui justifient le Congrès. D'abord, la première, c'est l'adresse du chef de l'État, sur l'État de la Nation.
C'est le premier élément. Le second, c'est dans les motifs de seconde délibération, c'est-à-dire il y a une loi qui a été votée avant sa promulgation. Le président de la République peut solliciter le Congrès pour une deuxième délibération sur la loi, bien sûr un article de la loi. Ensuite, la troisième raison pour laquelle on peut avoir un Congrès, c'est dans le cas de mesures de révision constitutionnelle. Ce sont ces trois éléments qui fondent la nécessité de faire un Congrès. D'accord. Et je le disais, le choix du Sofitel. Pourquoi cette fois? Yamoussoukro avait abrité la cérémonie à 2 reprises, en 2020, 2022. Pourquoi cette fois le Sofitel? Il n'y a pas de raison qu'il explique véritablement. De façon opérationnelle, on peut remarquer que l'espace du palais de l'Assemblée nationale, en termes de capacité, ne peut recevoir qu'en vérité que 255 députés. Or, pour faire le congrès, on se retrouve aux alentours de 300, actuellement 255 plus parlementaires. 99. Donc, ce sont 97, puisqu'il y a eu 2 décès au niveau du Sénat. Donc, on se retrouve aux alentours de 352 parlementaires. Donc, techniquement, le palais de l'Assemblée nationale ne peut pas accueillir le congrès, ce qui explique la délocalisation au niveau du Sofitel. Par contre, lorsque c'était Yamoussoukro, on pouvait tenir le congrès au niveau de la fondation, étant donné que la capacité de la fondation permettait d'accueillir tous les membres du congrès. Et à côté de ça, il faut savoir que chaque fois qu'il y a le congrès, il y a un certain nombre d'autorités politiques qui participent au congrès, des invités qui prennent part. Donc l'effectif est largement au-delà des simples parlementaires qui prennent part au congrès. D'accord. Il n'y a donc pas que les députés et les sénateurs qui seront dans la salle. Hein? Dans le cadre de l'adresse faite par le chef d'État sur l'état de la nation. D'accord. Voilà. Donc les membres du gouvernement peuvent être présents. Et qui d'autre? Les représentants de la société civile, tous les corps constitués sont invités. Puis c'est une opportunité qui est offerte au chef de l'État de s'adresser à toute la nation dans son entièreté, dans toutes ses composantes. D'accord. Donc des échantillons de toutes ces composantes, justement, peuvent être dans la salle. Et dans l'ancienne composition, de l'ancienne constitution, comment se passaient les choses? Il n'y avait pas de congrès, ça c'est clair. On était dans une chambre monocamérale. Que dit la Constitution à propos de cette adresse du chef de l'État à la nation? Comment ça se passait? Alors, dans les anciennes constitutions, oui. Je parle des anciennes constitutions, la Première République, celle du 3 novembre 1960, qui a régi la République de Côte d'Ivoire jusqu'en 1999, et celle également du 1er août 1999, 2000 du moins, le Parlement était monocaméral. Alors donc le président s'adressait directement, comme je l'indiquais, au Parlement, directement ou indirectement. Directement quand il vient lui-même et indirectement lorsqu'il fait lire son message par le président de l'Assemblée nationale, parce que le Parlement était monocaméral. Alors, il y a eu en l'histoire, en 1999, le président Henri Konan Bédié a fait son adresse à la nation en décembre 1999. Et donc, à la suite de cela, vous savez qu'il y a eu donc le coup d'État. Il y a un lien? Le 4 décembre. Alors, il peut y avoir un lien, parce que ce message avait suscité beaucoup d'incompréhension à l'époque, sur notamment les détentions qui avaient été faites. Vous vous rappelez que l'actuel grand chancelier, David Diabaté, était en prison, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était également détenu, et bien d'autres. C'était un contexte avant la Noël 99, un contexte tendu, socio-politique très tendu, à la suite duquel le président Bédié à l'époque avait fait son adresse à l'Assemblée nationale devant la représentation parlementaire, donc adresse à la nation. Donc ça pouvait être des conséquences, étaient graves, étaient dramatiques, pour ce qu'on sait, la résultante ayant été le coup d'État. Donc pour dire que la portée d'un message à la nation peut avoir un impact important. C'est un message à la nation. Il doit tendre notamment à rassurer et à apaiser, à donner la vision du président. Ça peut apporter de la quiétude, de l'inquiétude, c'est-à-dire susciter de la quiétude, de l'inquiétude des populations. Donc ça, c'est un fait.
de l'histoire que je relate et que je commente. Alors, donc cela ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a un congrès, cela doit entraîner notamment des inquiétudes au sein de la population. L'objectif, c'est d'arriver à rassurer les populations, à informer sur l'état de la nation, donc la santé de la nation, sur le plan économique, social, culturel, diplomatique, sécuritaire, je dirais même sanitaire, pour ce que nous savons il y a 2 ans avec la crise de la Covid, et donc sécuritaire cette fois-ci, j'imagine avec notamment la détention des militaires ivoiriens au Mali, et avec aussi la crise ukrainienne et un contexte international qui pouvait l'évoquer. Mais toujours est-il que le message à la nation peut relever cela. Alors dans le Parlement monocaméral, il n'y a pas de congrès. Donc c'est la chambre, une seule chambre. Et cette chambre-là a la plénitude des prérogatives d'une assemblée législative. Donc elle ne partage pas cette fonction. Et la différence, c'est que la fonction législative sera partagée en 2 chambres dans un Parlement bicaméral. C'est-à-dire entre le Sénat et l'Assemblée, soit la chambre haute ou la chambre basse, comme on le dit. Mais encore que là, je l'insiste souvent, ces notions sont parfois employées pour abusives, parce que la chambre haute n'est pas celle qui est au-dessus, la chambre basse n'est pas celle qui est en dessous. Tout à fait. Voilà, donc il faut bien le comprendre juridiquement. D'accord, donc il n'y a pas de fondement à cela. Chambre haute, chambre basse. Alors, simplement, la chambre haute, c'est la chambre... Nous allons y aller tout de suite au Sofitel. Nous allons retrouver notre collègue Kolo Koulibaly. Le président de la République est en train d'arriver donc au Sofitel Hôtel Ivoire. On y va. À vous, Kolo. Madame Fanny Moussokoura Chantal, Monsieur Undri Kona Antoine, Monsieur Ouattara Abdraman, Madame Touré Abouan Nantari, Monsieur Bochi Assi Abel, Monsieur Seyi Gaspard. Le jeudi 5 mars 2020, le Parlement a été réuni en congrès. Le mardi 19 avril 2022, le président de la République était face à nouveau au Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis à Yamoussoukro. Et aujourd'hui, 25 avril 2023, le président Alassane Ouattara est de nouveau devant les députés et les sénateurs. Les 2 chambres du Parlement qui se réunissent sur demande du président de la République selon l'article 114 de la Constitution. Et cet article qui prévoit que chaque année, le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Et ce message peut être lu par le vice-président de la République. Le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Nous sommes donc aujourd'hui à cet instant pour cet autre... Alors, Kolo Koulibaly, bonjour. Merci de nous passer l'antenne, Kolo Koulibaly. Dans un instant, nous pourrons donc vous pourrez avoir un retour imminent de ce qui se passe ici dans le hall de l'Hôtel Ivoire. Nous attendons juste que le vice-président fasse son entrée, comme vous pouvez certainement voir les images sur l'écran de contrôle, Kolo Koulibaly. Merci Herman Guivet. Effectivement, vous le disiez à l'instant, le vice-président de la République, Timoko Médé Koné, qui fait son entrée, et bien le vice-président de la République, lui-même qui a été désigné lors du congrès du 19 avril 2022. Et l'une de ces rencontres donc importante, et il faut le dire, nous sommes à 1 an donc de sa prise de fonction de ce haut fonctionnaire de la Côte d'Ivoire qui était à l'étranger, gouverneur de la BCEAO, et le chef de l'État avait annoncé devant les sénateurs et députés la nomination de... au Parlement réuni en congrès. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? Pas d'observation, l'ordre du jour est adopté. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Chers invités, nous allons à présent observer une suspension de séance afin de nous permettre, le vice-président du Congrès et moi-même, d'aller accueillir le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui fera bientôt son entrée sur l'esplanade du Sofitel. Suspension donc de la séance. Et la séance donc va reprendre dans quelques instants et nous vous le disions, à chacune de ces rencontres, il y a d'importantes décisions. Le congrès du 19 avril, on en parlait à l'instant, a vu le retour d'une haute personnalité du pays qui était en fonction à l'étranger, gouverneur de la BCEAO. Le chef de l'État avait annoncé devant les sénateurs et les députés la nomination de M. Koné Diemo-Komelié en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, poste qui était resté vacant depuis le 14 juillet 2020. Mais retenons que la loi fondamentale donc permet cet exercice, mais surtout pour faire le point sur la vie de la nation. Et nous allons retourner maintenant dans la main courante pour retrouver Herman Guivet qui a des réactions dans la main courante. Effectivement, Kolo Coulibaly, nous sommes ici dans le hall de l'Hôtel Ivoire, confortablement installé autour de cet impressionnant dispositif déployé par la RTI pour permettre à nos téléspectateurs de suivre cette adresse du chef de l'État à la nation. Et vous le savez, les députés, les sénateurs sont convoqués donc pour cette journée. Ils sont avec nous, avec bien sûr ces députés et plusieurs autres personnalités qui sont en Côte d'Ivoire, qui vivent au quotidien en Côte d'Ivoire et avec lesquelles nous allons échanger dans un instant pour prendre leur avis sur la tenue de ce congrès. Nous allons donc inviter notre premier invité à nous rejoindre ici, maintenant, avec lequel nous allons échanger. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Sangaré Siriki Boubacar, le représentant résident de l'Organisation mondiale des experts en Côte d'Ivoire. Alors, quelle lecture faites-vous de ce congrès convoqué par le chef de l'État aujourd'hui, donc à Abidjan? D'abord, c'est avec beaucoup de soulagement et un sentiment de fierté, de bonheur intense que nous assistons à ce congrès. Et comme à l'accoutumée, chaque année, le chef de l'État convie cette assemblée afin de faire le point de l'État aux personnalités, aux diplomates, aux acteurs au développement. Et nous, en tant qu'acteurs au développement, c'est un sentiment de soulagement et de confiance. Alors merci pour cet avis que vous venez de partager avec nos téléspectateurs. Avec vous, juste après vous, Kolo Coulibaly, nous avons une autre réaction. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous avons une autre réaction, Kolo Coulibaly, que nous allons donc partager avec vous, avec nos téléspectateurs. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Diasso Gustave, le représentant résident de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Alors, quel regard avez-vous de cette rencontre qui se tient aujourd'hui, une rencontre convoquée par le chef de l'État, les députés, les sénateurs justement, qui vont donc écouter ce discours prononcé par le chef de l'État? Oui, c'est un regard positif en tant que commission de l'UEMOA, de voir la vitalité des institutions, le chef de l'État qui s'adresse pour faire l'état de la nation. C'est une expression d'un bon fonctionnement des institutions et en tant que commission, nous nous réjouissons de nous associer à cet événement important de la vie de la nation. Donc pour que tout le long de l'année écoulée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'est bien que le chef de l'État partage sa vision, partage ses attentes, sa vision du futur avec les concitoyens de la Côte d'Ivoire, mais également avec l'ensemble des citoyens de notre Union. Comme vous le savez, donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays important de notre espace économique et nous sommes attentifs aussi à tout ce qui se passe dans l'activité politique, dans l'activité économique de la nation. Alors ce sont des rencontres qui participent bien sûr à l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire, des rencontres que vous saluez bien sûr. Tout à fait. Ça participe à l'ancrage et au renforcement de la démocratie et à la participation citoyenne à la vie de la nation. Merci à vous de nous avoir accordé quelques instants. Kolo Coulibaly, ils sont au premier plan de cette rencontre. Merci. Ils sont au premier plan de cette rencontre. Ce sont les députés et sénateurs. Et nous avons dans cette main courante des élus de la nation. Honorable, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Honorable Coulibaly Fonona Cheikh Ahmed, député à l'Assemblée nationale, vice-président du CIP-UEMOA au titre de la Côte d'Ivoire. Alors, honorable, le président vous convoque aujourd'hui pour vous faire une adresse. À vous, élus de la nation, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce discours du président?
Nos attentes sont vraiment énormes vis-à-vis du discours du président parce que, comme on le sait, une année s'est écoulée. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la nation. Et nous serons très attentifs à ce discours parce que, comme d'habitude d'ailleurs, parce que nous savons que le président, à chaque fois qu'il rencontre le Congrès en application de l'article 114 de notre Constitution, il livre un grand message, un message de rassemblement, un message de cohésion. Il a toujours livré un message pour nous annoncer de grandes mesures et nous sommes vraiment disposés aujourd'hui à recevoir le président, à l'écouter et à prendre en compte certainement les orientations qu'il nous donnera parce que nous savons que ces orientations iront dans le sens de la promotion du rassemblement, de la paix, iront aussi dans la promotion du développement de notre pays. Nous savons que ce message-là permettra certainement à la Côte d'Ivoire d'être située sur l'avenir, d'être situé sur les nouveaux chantiers qui se lancent pour le bonheur des Ivoiriens et pour le développement de notre pays. Merci à vous, Excellence, pour votre pour votre point de vue sur cette rencontre. Charles Yaouré, élu de la Nation, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous donc répondez donc favorablement à cet appel du chef de l'État. Alors, vous allez donc réagir justement par rapport à cette rencontre qui est convoquée aujourd'hui par le chef de l'État. Qu'attendez-vous effectivement de ce discours? Placé cette année sous le sceau de la jeunesse, nous, en tant que jeunes parlementaires, nous donc le remercier de l'intérêt qu'il accorde à la jeunesse ivoirienne et dit que nous attendons que les jeunes prennent toutes les responsabilités auprès et autour du président de la République afin de travailler avec lui au développement de notre nation. Merci Charles Yaouré, c'était là votre point de vue. Alors que le Koulibaly, nous avons encore d'autres réactions, hein. Juste la dernière. Alors rapidement, alors honorable, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce discours du chef de l'État? Notre attente, vous savez, en application de l'article 114 de la Constitution du 8 novembre 2016, le chef de l'État a toujours fait une adresse à la population. Cette adresse, nous sommes là pour écouter parce que nous savions le président Alassane Ouattara, son premier souci, c'est le bien-être des Ivoiriens. Et nous, en tant que parlementaires, nous regardons dans la même direction que lui. C'est pourquoi nous sommes présents ce matin. Et après, chacun de nous ira dans sa circonscription pour rendre compte ce que le chef de l'État a bien voulu. Merci honorable. Alors que le Koulibaly, juste avant de vous rendre l'antenne, permettez que nous puissions prendre une dernière réaction. Merci honorable d'avoir été avec nous à cet instant. Alors dernière réaction enregistrée avec vous honorable. Qu'attendez-vous véritablement de ce discours du chef de l'État très rapidement? Je pense que c'est un discours d'espoir, un discours de rassemblement. Nous sommes à l'orée des élections municipales et régionales. Et puis, comme d'habitude, le président de la République s'adresse au peuple à travers nous, les parlementaires. Je pense que nous attendons beaucoup de lui, des discours d'amener tous les fils et filles à l'union, à la cohésion sociale, et puis bon, déballer quand même sa vision à court terme et à long terme de son programme de gouvernement. Donc nous attendons beaucoup de lui et je pense que nous serons satisfaits de ce discours. Merci honorable Kolo Koulibaly. Voici donc les premières réactions que nous avons pu enregistrer ici depuis le hall de l'Hôtel Ivoire. À vous l'antenne, Kolo Koulibaly. Merci Herman Guivet. Je rappelle qu'on vous retrouve évidemment à tout moment et juste après on pourra vous retrouver pour d'autres réactions. Le temps de rappeler que nous avons un consultant, monsieur Roland Katou, qui est directeur de l'information documentaire et de la communication du Sénat. Bonjour. Bonjour, M. Koulibaly. Alors, il faut dire, quand on a entendu les parlementaires tout à l'heure, qu'évidemment, ce congrès est très attendu par les sénateurs et les députés. Cette rencontre avec le chef de l'exécutif, comme prévu par la Constitution. Je voudrais qu'on revienne surtout sur l'essence même de cette adresse au congrès, son essence selon la démocratie, la vie du pays. Alors, comment, justement, au-delà de l'aspect constitutionnel, comment vous percevez cet exercice, M. Roland Katou? C'est un exercice important pour la nation, d'autant plus que c'est l'occasion pour le président de la République de s'adresser aux Ivoiriens dans leur ensemble à travers leurs élus, sénateurs et députés. C'est donc, comme vous l'avez vu les années précédentes, des moments importants d'annonce et de présentation donc, de la vie de la nation, de la situation de la vie de la nation.
Alors, on a vu à l'instant ces présidents d'institutions, c'est les ministres d'État, les membres du gouvernement, et bien les parlementaires qui sont réunis. Et il faut rappeler que la rencontre a plus ou moins déjà débuté avec l'installation du bureau du Congrès, avec l'appel nominal, pour une séance qui n'est pas délibérative. Alors, comment on peut expliquer le quorum recherché ? Alors, le président de séance l'a dit, le président du Congrès, que bien que cette séance ne soit pas délibérative, il allait procéder à l'appel nominal, en ce sens que, au-delà du caractère délibératif de certaines séances, la présence des parlementaires aux réunions est obligatoire, parlementaires, sénateurs et députés. Et cette présence est constatée par un appel nominal. C'est donc la constatation de la participation des parlementaires aux séances. Alors que tout se précise et nous voyons évidemment sur ces images éventuellement l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République qui va certainement se faire sous peu et nous allons continuer. Est-ce que le Congrès, aujourd'hui on peut le dire, entre vous, les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, est-ce le cadre formel d'échange, de rencontres? Je veux qu'on parle peut-être de comment ce Congrès a été préparé par les deux chambres. Alors, il faut dire que traditionnellement, les deux chambres se réunissent séparément, chacune en son siège, dans son hémicycle, pour travailler. Seulement, la Constitution a prévu des hypothèses qui permettent qu'elles se réunissent et en un espace de temps unique et de lieu qui est le Congrès. Et pour la préparation de ce congrès, les différentes chambres, les deux chambres se réunissent à travers un petit comité d'organisation au niveau des administrations pour préparer tous les aspects relatifs à la tenue de ce congrès. Alors que, comme nous le disions, ce véhicule très bien estampillé PR nous indique que le président de la République est là, ici au Sofitel Hôtel Ivoire, pour cette rencontre, la troisième du genre, avec les parlementaires, les députés et les sénateurs. Deux rencontres, les premières à Yamoussoukro et cette troisième ici à Abidjan. C'est exact. 5 mars 2020. Premier message du président de la République chez l'État de la Nation à Yamoussoukro. Deuxième, le 12 avril 2022, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, toujours de Yamoussoukro. Et aujourd'hui, 25 avril 2023, à l'auditorium du Sofitel de Haute-Ivoire. Et conformément aux dispositions constitutionnelles, c'est M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, qui préside donc le congrès d'aujourd'hui. Il est assisté de M. Janoa Oussou-Kouadio, président du Sénat en qualité de vice-président du Congrès. Ainsi se présente donc le bureau de cette séance, alors que nous avons tout de suite vu arriver les véhicules, surtout le véhicule au bord duquel se trouve son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut rappeler que le lundi 3 avril 2023, c'est l'Assemblée nationale qui effectuait sa rentrée solennelle 2023. Et comme le stipule la Constitution en son article 94, 7 jours après, eh bien, c'était le Sénat. Et voici donc le président de la République qui arrive, accompagné de son épouse, Madame Dominique Ouattara, le couple présidentiel accueilli par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, M. Adama Bictogo et M. Janoa Oussou-Kouadio. Le président de la République donc va se retirer avec les président des deux chambres et juste après va regagner la salle pour le début de cette séance avec les sénateurs et les députés. Alors le 13 avril 2023, le Sénat donc a effectué sa rentrée. Le calendrier de travail a été adopté. Les sénateurs vont travailler jusqu'en juin, mais s'il est certainement bien plus tard. Il est prévu une trentaine de lois à examiner, surtout des visites de chantiers d'infrastructures. C'est bien une pièce nouvelle cette année, M. Roland Kato.
Absolument. Le président du Sénat l'a annoncé dans son discours solennel d'ouverture de la session ordinaire 2023. Les sénateurs, durant cette année, auront en plus de l'examen de projets de loi, l'examen et l'adoption de projets de loi, de séances d'information parlementaire, auront en plus à toucher du doigt les réalités de développement de notre pays. C'est ainsi que très bientôt, début mai, les sénateurs iront visiter certains chantiers, certaines réalisations importantes pour la vie et le développement de notre pays. Et on aura donc dans ce calendrier des travaux de session ordinaire, on a entendu à l'occasion de cette rentrée le président du Sénat qui a donné une orientation suffisamment claire sur l'activité au niveau du Sénat. La part accordée à la jeunesse, l'année 2023 qui est dédiée à la jeunesse, il y a aussi ce rôle beaucoup plus renforcé auprès des collectivités avec la communalisation annoncée. Eh bien, le Sénat veut véritablement jouer ce rôle de représentant ou, si vous voulez, de défenseur des collectivités. Absolument, conformément à ses missions constitutionnelles, donc de représentation de ces collectivités, autant que des Ivoiriens de l'extérieur. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, il faut déjà noter que le Sénat a déjà organisé en 2020, février 2020, un forum avec les collectivités territoriales en vue de recueillir leurs différentes aspirations et ces travaux ont permis de rédiger un agenda, l'agenda 2030, qui regroupe un ensemble de sujets, de politiques qui devraient permettre donc à notre pays de véritablement porter et continuer de porter vis-à-vis de l'exécutif pour la prise en compte des dites aspirations ou des préoccupations qui y sont consignées. Alors l'autre question, c'est que les deux chambres ont en partage la vulgarisation des lois votées. Son Excellence, le président de la République vient de faire son entrée. Il va franchir dans un instant l'auditorium de les sénateurs sont invités, les sénateurs et députés sont invités à s'installer. Voilà, des dispositions dans la salle, des dispositions pratiques annoncées qui également nous précisent que le président de la République va d'un moment à l'autre regagner cette salle pour le début de la séance. Alors, je parlais tout à l'heure de cette vision partagée des deux chambres, donc de vulgariser davantage les différentes lois votées au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Ça se dégage tout de suite et chaque année à l'occasion des rentrées des deux chambres. Absolument. Les discours solennels d'orientation des présidents permettent de voir la portée des lois qui ont été déjà à la clôture des sessions. Les présidents font dans leur discours des bilans des activités qui ont été menées et donc on peut à travers leur discours avoir une idée de ce qui a été fait dans le cadre du vote de la loi, mais également du contrôle de l'action du gouvernement et même de l'évaluation des politiques publiques qui est une nouvelle mission constitutionnelle qui se développe dans nos chambres et à l'occasion des ouvertures donc il y a ces visions qui sont présentées et qui vont être mises en œuvre durant l'exercice qui suit. Voilà. Le siège donc de l'Assemblée nationale qui est à Abidjan et le siège du Sénat à Yamoussoukro, après plus d'un demi-siècle de monocaméralisme, la loi 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire a institué le bicaméralisme dans notre pays au sein du pouvoir législatif, témoignant ainsi la ferme volonté du constituant ivoirien de consolider la représentation nationale, d'améliorer la qualité de la loi et de renforcer la cohésion sociale. Ainsi, le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces deux chambres du Parlement votent la loi, consentent l'impôt, contrôlent l'action du gouvernement et évaluent les politiques publiques, en tout cas selon l'article 93. En outre, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Et les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. Les sénateurs sont élus pour 2 tiers au suffrage universel indirect.
un tiers des sénateurs est désigné par le président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans les domaines politiques, administratifs, économiques, scientifiques, culturels, sportifs, professionnels et social. Le mandat des députés, des sénateurs est de 5 ans et l'article 89 de la Constitution précise que la durée de la législature est également de 5 ans. Donc la première législature, M. Katou, du Sénat prend fin cette année. C'est exact. Il a déjà été annoncé qu'au terme de cette année auront lieu des élections locales, régionales et municipales qui permettront donc d'élire les grands électeurs qui à leur tour vont élire 2 tiers du Sénat à travers les régions et les 2 districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Vous rappelez que le président Jean-Noël Oussou-Kouadio, le premier président du Sénat ivoirien, il a été élu le 5 avril 2018. Et le président du Congrès, le président de l'Assemblée nationale a été élu président de l'Assemblée nationale le 7 juin 2022. Alors que nous voyons le vice-président de la République, Tiemoko Mele Kone, et la première dame, Madame Dominique Ouattara, juste derrière le Premier ministre, Monsieur Jérôme Patrick Hachi, et le ministre d'État Gilbert Kone Kafana, qui regagnent la salle du Congrès. Et il est prévu, juste après leur installation, l'entrée du président de la République pour le démarrage de la séance. C'est exact. Il faut rappeler qu'à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire 2023 de chacune des 2 chambres, le président de la République s'était fait représenter par le vice-président de la République, M. Kone Mele Timoko. Ouais, et de façon spécifique, cette année au Sénat, c'était le président de la République, le président du Sénat a écrit, il a remis un exemplaire au vice-président de la République. Il y a eu également cette exposition photo et c'était vraiment des innovations. Le Sénat, on peut le dire, peut-être a voulu marquer le coup de cette première législature ainsi. C'est exact. Après 5 années de législature, de première législature du Sénat, depuis sa création, il était important que ce moment soit marqué à travers les photos qui ont retracé les 5 années de vie. Et vous êtes allé beaucoup plus loin, commençons par les premiers sénateurs avant les indépendances jusqu'à 1960. C'est cela. 10 sénateurs représentants de la basse et haute Côte d'Ivoire au Sénat français sous la 4e République. Oui, on a reconnu des personnalités comme Victor Biakaboda, on a vu également Wenzen Koulibaly, on a vu pas mal d'autres personnalités qui étaient dans cette 4e République française comme sénateurs. C'est exact. Et aujourd'hui, ceux de cette première législature sont aussi dans l'histoire, c'est 99 sénateurs, mais disons maintenant 97. Oui, aujourd'hui 97, après le rappel à Dieu de 2 sénateurs, un sénateur élu et un sénateur nommé. Nous avons actuellement 97 qui sont en fonction. Et il y a aussi des sénateurs qui ne sont pas apparentés, qui ne sont pas donc dans des groupements politiques. Et évidemment, il faut dire que la loi soutient, admet cette position. Absolument. Les sénateurs, une fois entrés dans la Chambre, élus ou nommés, ont le choix d'appartenir à un groupe parlementaire ou à un autre, ou de n'appartenir à aucun groupe. Au Sénat, un sénateur n'est inscrit dans aucun des 2 groupes parlementaires existants qui sont le PDC-RDA et le RHDP. Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, le RHDP a 167 députés, le PDCI-RDA 65 députés, les 2 chambres de notre Parlement, du Parlement ivoirien. Et ce qui est prévu maintenant, c'est l'entrée du bureau du Congrès. C'est exact. Qui est dirigé par le président de l'Assemblée nationale avant l'entrée du président de la République. Oui. Il faut rappeler que le dernier congrès, au niveau de la vérification du quorum, a permis de constater la présence de 340 parlementaires présents sur les 350 en fonction. Et on verra pour cette fois, puisque l'appel nominal a déjà été effectué, donc tout à l'heure. On aura tout à l'heure. Oui.
Et l'une des actions qui a également marqué cette première législature au Sénat, c'est ce forum des collectivités qui a eu lieu en 2020. En 2020, on s'attendait peut-être à une autre édition, mais que non. Peut-être qu'est-ce qui peut expliquer sinon cette seule édition qui a eu lieu? Alors, il faut dire que l'activité s'est poursuivie. Après le forum les 17 et 18 février 2020, la représentation des collectivités territoriales s'est poursuivie avec plusieurs rencontres avec les représentants de ces collectivités. Un séminaire a été organisé pour travailler sur les conclusions du forum afin de rédiger l'agenda 2030. Il y a eu par la suite la restitution de ces travaux de séminaire qui ont fait l'objet donc d'un document qui a été diffusé et qui a fait l'objet donc de plaidoyer auprès du gouvernement. Donc l'action se poursuit et à travers les lois qui sont votées les années après année, certains points sont pris en compte, sont sur la table et le gouvernement en tient compte. Alors il faut dire que évidemment à l'occasion de ce genre de rencontres, nous avons toujours eu de grandes décisions, des annonces. Nous parlions à l'instant de cette rencontre du 19 avril 2022 qui a vu la désignation de M. Timoko Melia Kone, entre autres décisions annoncées notamment sur les progrès au niveau économique, les perspectives en termes d'action pour l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Déjà le 5 mars 2020 aussi, il y avait de grandes annonces, notamment les modifications au niveau du statut du vice-président de la République. Il y avait également le pouvoir législatif avec la modification de l'article 90, donc avec la continuité parlementaire, puisqu'en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires dans les délais prescrits par la Constitution, il a été proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Une troisième réforme que nous avons retenue, une troisième réforme majeure, alors que le président de la République est en train de regagner la salle des congrès, pour le congrès, accompagné par le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, et M. Jean-Noël Ousou-Kouadio, président du Sénat. Et donc la troisième réforme majeure qui avait été proposée, c'était l'organisation judiciaire. Elle vise donc à consacrer la Cour de cassation, le Conseil d'État comme des institutions de la République au même titre que la Cour des comptes. Ainsi, il y a eu la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes qui deviennent les trois institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Et cette réforme a eu pour conséquence évidemment la disparition de la Cour suprême, pour reprendre ainsi au souci d'une rationalisation institutionnelle en vue d'un meilleur fonctionnement des institutions judiciaires. Absolument. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'attend certainement à d'autres annonces qui vont aussi toucher l'organisation, l'optimisation, comme on a vu avec les deux dernières rencontres. Le sourire très bien affiché du président de la République, évidemment, qui traduit cette joie de retrouver les parlementaires dans ce cadre constitutionnel. Absolument. De retrouver des visages, évidemment, qu'il reconnaît. Donc, le président de la République va s'adresser à ces personnalités, ces sénateurs, ces députés. Et à travers ces sénateurs et députés, à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, à l'ensemble de la population, ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Le président de la République qui salue les membres du corps diplomatique et des représentations consulaires. Oui, il faut rappeler, on a vu d'ailleurs dans les réactions avec Herman Guivet, cette mobilisation des organisations établies en Côte d'Ivoire qui sont témoins, qui viennent prendre part à cette activité, témoins de cet acte important dans la marche démocratique de la Côte d'Ivoire. Et le représentant de l'UMOA l'a dit, la vie politique de la Côte d'Ivoire intéresse l'organisation, intéresse la sous-région ouest-africaine, intéresse la marche économique, la marche politique sur le reste des pays. Et donc c'est à juste titre que évidemment nous voyons cette forte mobilisation
des organisations internationales, des missions diplomatiques, des ambassadeurs qui sont là. Le président de la République va ensuite saluer les personnalités, les parlementaires du premier rang. Alors qu'il faut signaler que le bureau est déjà installé. C'est exact. Le bureau est installé, le président du Congrès, le vice-président, ainsi que les secrétaires de séance, mais les présidents également assistés de leurs secrétaires généraux respectifs. Et une fois que le président de la République se sera installé, je pense que la séance va reprendre. Ouais. Voilà quelques échanges entre le président de la République et M. Guy Kawé. Voilà. Et cela note également cette mobilisation aussi de toutes les tendances politiques du pays à cette rencontre. Avec un député membre du PPACI, donc le président saluait tout à l'heure après ceux du PDCI et du RHDP, et poursuit les salutations des parlementaires. Voilà, un mot pour chacun, un mot pour chacune. Ce qu'il faut préciser sur la première rangée, nous avons des vice-présidents de l'Assemblée nationale et des vice-présidents suivis par l'exécutif à travers le ministère des Affaires étrangères. Et nous devrions nous attendre effectivement à des activités telles un forum, des activités avec les Ivoiriens de l'extérieur pour recueillir leurs contributions. On a que le président de la République s'est installé juste à côté du bureau du Congrès. Je pense que la cérémonie va à présent commencer. En attendant que tout se précise et se mette en place, le président du bureau du Congrès, le président de l'Assemblée nationale va prendre la parole. Nous arrivons au moment clé. La séance est ouverte à nouveau. Excellences, Monsieur le Président de la République, les parlementaires réunis en congrès, ici à l'auditorium du Sofitel, sont honorés de vous accueillir ce jour et voudraient, par ma voix, vous souhaiter très respectueusement une chaleureuse et cordiale bienvenue parmi nous. Excellences, Monsieur le Président de la République, les parlementaires que nous sommes sont très sensibles à la grande considération que vous nous accordez en venant personnellement nous délivrer votre message sur l'état de la nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais très respectueusement vous inviter à la tribune pour livrer aux représentants du peuple votre message sur l'état de la nation. Je vous remercie. Sur l'état de la nation, eh bien, le président de la République, Alassane Ouattara, est annoncé au micro pour délivrer ce message devant les parlementaires, devant les sénateurs et les députés. Pour la troisième fois de l'histoire de notre pays. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Majesté, honorables chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, chères sœurs,
chers frères, chers jeunes, chers amis. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé, ainsi que votre présence à l'occasion de la présente session du Parlement réuni en congrès. Cette réunion des deux chambres du Parlement, la troisième de l'histoire de notre pays, marque le renforcement de nos institutions et la consolidation de notre démocratie. Elle se tient cette année à Abidjan en raison des travaux en cours à Yamoussoukro, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, que notre pays a l'honneur d'abriter du 13 janvier au 11 février 2024. C'est donc avec un grand plaisir que je me retrouve devant vous pour vous présenter l'état de la nation ainsi que nos actions futures face aux défis actuels. Je voudrais féliciter le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, et le président du Sénat, M. Jano Aossou Kwadjo, pour l'important travail qu'ils effectuent au quotidien dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. J'associe évidemment à ces félicitations tous les députés et sénateurs qui œuvrent au rayonnement de ces importantes institutions. J'ai une pensée pieuse et émue pour mon jeune frère, le président Amadou Soumaoro, qui nous a quittés le 7 mai 2022, et je voudrais lui rendre hommage pour son engagement, sa loyauté et son parcours politique. Et je vous prie de vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'année dernière, à l'occasion de mon adresse devant le Parlement réuni en congrès, je vous avais fait part de mon choix de la personnalité devant occuper les fonctions de vice-président de la République, conformément à notre Constitution. Je voudrais à nouveau vous traduire ma gratitude pour la confiance que vous m'avez témoignée en approuvant à l'unanimité la nomination de M. Tchemoko Baïlié Koné en qualité de vice-président de la République. Monsieur le vice-président. Merci, Monsieur le vice-président. Je puis vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs et députés, que le vice-président Koné s'est bien intégré à l'équipe de l'exécutif et fait un excellent travail. Il me donne entière satisfaction dans l'exercice de son importante charge. Désormais, toutes les institutions de la République sont en place, fonctionnent harmonieusement et elles contribuent efficacement au progrès de notre beau pays. Merci, Monsieur le Vice-président. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, notre rencontre de ce jour intervient quelques semaines après la cérémonie historique de remise de l'édition 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Mme Angela Merkel, ancienne chancelière de la République fédérale d'Allemagne, notamment pour sa décision courageuse prise en 2015 d'accueillir en Allemagne plus de 1,2 million de réfugiés
fuyant les zones de conflit. À cette occasion, nous avons célébré la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité, condition sine qua non d'un développement harmonieux. La recherche permanente de la paix va aujourd'hui au-delà de nos frontières. Elle concerne aussi la sécurité dans le monde et particulièrement dans notre sous-région. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a toujours été présente pour soutenir les efforts de maintien de la paix, aussi bien à travers les initiatives régionales qu'internationales. Nous avons tourné la page des événements malheureux concernant nos 49 vaillants soldats du contingent déployé au sein de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Face à cette situation, nous sommes restés fidèles à nos idéaux de paix et de fraternité, en privilégiant le dialogue et la voie de la diplomatie qui ont permis le retour en Côte d'Ivoire de nos 49 soldats. Je vais ici à nouveau remercier l'ensemble des acteurs de ce dénouement, ainsi que tous nos compatriotes qui ont su faire preuve de patience et de tolérance. La Côte d'Ivoire continuera en collaboration avec tous les pays de la CEDEAO, de l'Union africaine, d'œuvrer pour le retour de la paix et de la stabilité au Sahel. Je voudrais également saluer la prompte réaction du gouvernement lors des récents événements en Tunisie et au Soudan. À ce jour, ce sont 1667 de nos compatriotes qui ont regagné Abidjan et retrouvé leur famille en tenant compte des 92 personnes accueillies en provenance du Niger et des 47 Ivoiriens évacués avant-hier du Soudan vers l'Égypte. La Côte d'Ivoire, notre patrie, accueille à bras ouverts ses fils et ses filles de retour. Le gouvernement continuera de soutenir leurs efforts de réintégration. Je tiens à féliciter tout particulièrement le Premier ministre Patrick Haché. Patrick. La ministre d'État Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, et tous ceux qui ont contribué au bon déroulement du retour de nos compatriotes. Je dois dire que ce n'était pas chose facile. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires. Nos actions pour renforcer la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique nationale se poursuivent, à travers notamment la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. Je salue à nouveau la conclusion de la 2e phase de la trêve sociale, dont la mise en œuvre contribue à la consolidation de la stabilité et de la cohésion sociale. C'est le lieu d'indiquer que les montants dus aux partis et groupements politiques au titre de la loi relative au financement des partis et groupements politiques ainsi que des candidats à l'élection présidentielle ont été régulièrement payés. À cet égard, les partis et groupements politiques qui ont participé aux élections législatives et qui sont représentés à l'Assemblée nationale devant bénéficier d'une quote-part de ce financement, il convient d'actualiser la loi
et de la rendre conforme à la Constitution par la prise en compte du Sénat. Donc voilà, je vois que les sénateurs et sénatrices applaudissent. Alors j'ai donc instruit le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances de me proposer une modification de la loi afin de permettre au groupe parlementaire au Sénat de bénéficier de ce financement. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. De plus, nos forces de défense et de sécurité ont vu leurs conditions de vie et de travail améliorées de manière significative. Elles sont aujourd'hui mieux outillées pour faire face au banditisme et à la délinquance et bien sûr le trafic de drogue, améliorant ainsi la sécurité dans les grandes villes du pays comme dans les zones rurales. Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes. Je voudrais donc saluer et féliciter nos militaires, gendarmes et policiers qui sont des exemples de courage et d'engagement. Ils sont notre fierté. Merci, messieurs et dames. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour assurer la sécurité de notre patrie, ainsi que de toutes celles et tous ceux qui vivent dans notre beau pays. La Côte d'Ivoire est et doit demeurer secteur de paix, de sécurité et d'hospitalité, si cher au président Félix Houphouët-Boigny. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, depuis 2019, l'économie mondiale a connu un ralentissement qui n'a épargné aucun pays. De nouvelles contraintes liées à la pandémie de Covid-19 et à la crise en Ukraine, notamment l'inflation mondiale, mettent à l'épreuve notre dynamique de croissance et de financement. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour assurer le développement de l'économie et préserver le pouvoir d'achat des populations. À titre d'exemple, dans le secteur de la boulangerie, face à l'envol mondial des cours du blé, l'État a octroyé aux meuniers un appui financier total de 62 milliards de francs CFA, dont une subvention de 2 milliards de francs CFA pour reformer ce secteur. Pour le carburant, les subventions de l'État ont atteint un montant de 725 milliards de francs CFA en 2022, permettant ainsi d'atténuer l'impact des hausses internationales du prix du carburant sur le coût des transports et des biens. C'est ainsi 2% du produit intérieur brut que nous avons donc consacré à ces subventions. Tirant les enseignements de cette crise mondiale, le gouvernement a su adapter notre politique de production agricole, animale et halieutique, mettant l'accent sur la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Et je dois féliciter le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, que j'ai entendu ce matin sur RFI, qui a bien défendu le plan de son secteur. Je vous ai écouté sur RFI ce matin. Dans le même sens, lors du sommet de l'Union africaine tenu en février dernier à Addis Abeba, la déclaration d'Abidjan sur la nutrition a été chaleureusement saluée. L'Afrique tout entière
a adhéré à cette déclaration qui est un appel à l'action pour le renforcement de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du capital humain, indispensable pour assurer la continuité du progrès économique et social sur notre continent. Je félicite le vice-président Koné pour son importante contribution lors de ce sommet de l'Union africaine. Honorables députés, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, en dépit de cette conjoncture difficile, notre pays a poursuivi sa croissance, sa dynamique d'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. Les différents programmes touchant au secteur de la santé, de l'électrification et de l'eau potable, des infrastructures routières et du logement, ou ceux liés à l'éducation et à la formation de la jeunesse, ont connu des avancées remarquables. À cet égard, je voudrais féliciter le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement pour toutes les actions engagées. Chers frères et sœurs du gouvernement, bravo à chacune et à chacun de vous. Ainsi, dans le domaine de la santé, la mise en œuvre du programme hospitalier se poursuit à travers le plan national de développement sanitaire 2021-2025. Ce plan vise à améliorer le niveau de l'accessibilité des structures de santé et la prise en charge des malades dans les zones enclavées ou défavorisées. Les réalisations dans ce sens permettent aujourd'hui à plus de 7 Ivoiriens sur 10 de vivre à moins de 5 km d'un centre de santé, y compris dans les zones défavorisées. Ce programme prévoit à terme la diversification de l'offre de soins au niveau des centres hospitaliers universitaires, dans les grands pôles universitaires, des centres hospitaliers régionaux et des hôpitaux généraux, couvrant toutes les grandes localités du pays. Outre le volet infrastructure, des programmes de prise en charge du couple mère-enfant, avec la gratuité des soins, de la césarienne et des médicaments, ainsi que des campagnes de vaccination, sont mises en œuvre. Dans le cadre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, la généralisation de la couverture maladie universelle permet de renforcer davantage la protection des personnes vulnérables. Le réseau d'offres de soins de la CMU a atteint aujourd'hui environ 1400 établissements sanitaires et plus de 900 pharmacies sur l'ensemble du territoire, avec pour objectif d'assurer à tous l'accès à la santé et aux médicaments à moindre coût. Enfin, nous avons entrepris des réformes institutionnelles et structurelles pour améliorer la gouvernance dans les établissements sanitaires en vue de bâtir un système de santé toujours plus performant et résilient. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement a su apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens. Je note avec satisfaction que la pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du 10 avril, comme d'ailleurs celle d'hier, notre pays n'enregistrait que 6 cas actifs. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et 52% de la population cible a été vaccinée dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie. Au regard de ces excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la COVID-19 depuis 2020,
Cette maladie a pris la forme d'une maladie infectieuse courante et est traitée essentiellement dans les centres habituels tels que celui du service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Le Conseil national de sécurité, en sa session du 12 avril 2023, a donc décidé de lever l'état d'urgence sanitaire et d'alléger le dispositif de contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En conséquence, toutes les mesures d'exception, y compris les primes de risque instituées pour le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité, seront levées à la fin du mois de juin de cette année. Notre système sanitaire sort renforcé de la gestion de cette pandémie, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, notamment au niveau de sa capacité de diagnostic et de prise en charge. Je voudrais donc réitérer mes félicitations au gouvernement, en particulier au ministre de la Santé, Pierre Demba. Où est Pierre? Pierre Demba, et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. J'exprime ma gratitude à tous nos compatriotes ainsi qu'aux autres populations vivant en Côte d'Ivoire pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de cette pandémie dans notre pays. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique comme je m'y étais engagé en 2011. Cela est à saluer, car en 2011, seul un village sur 3 avait accès à l'électricité, contre plus de 8 localités sur 10 aujourd'hui. Dans le secteur pétrolier, le nouveau champ baleine, découvert par l'entreprise italienne Eni, sera mis en production au cours de cette année 2023. Ainsi, notre sécurité énergétique sera progressivement renforcée. En matière d'eau potable, d'importants efforts ont également été faits. Nous avons réhabilité plus de 20 000 pompes villageoises et renforcé la capacité de production dans de nombreuses localités. Les actions se poursuivent au niveau de la distribution, qui est donc un objectif majeur. Le réseau routier continue de s'améliorer et nos villes se rapprochent les unes des autres grâce au bitumage des principaux axes routiers. Après l'inauguration de la section Yamoussoukro-Tchébissou de l'autoroute du Nord, les travaux se poursuivent afin de permettre de rallier Abidjan à Bouaké en peu de temps. De même, la côtière sera totalement opérationnelle bientôt pour rallier Abidjan à San Pedro. Bravo au ministre des Infrastructures, Amédée Kouakou. Oui, Amédée, je ne le vois pas. Bravo à toi. Cette amélioration s'accompagne du renforcement de la sécurité routière avec l'intensification de la sensibilisation des usagers de la route, des contrôles et l'application du système de permis à point. Des efforts sont également faits pour l'assainissement du cadre de vie de nos concitoyens, notamment dans le Grand Abidjan. Le programme des logements sociaux, dont la mise en œuvre a connu certaines difficultés,
a été relancé au travers de vigoureuses réformes. Et dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, de nombreux projets sont en cours. Plus de 30 000 logements ont été construits jusqu'à maintenant. Je me félicite particulièrement de la récente remise des clés à plus de 5 600 acquéreurs de logements à Songon, dans le district d'Abidjan. Un nouveau programme de 25 000 logements sera lancé prochainement dans les communes du Grand Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur, à l'instar de Yamoussoukro, Boaké, Korogo et San Pedro. Bravo à Bruno Koné, ministre de la Construction. Bravo à toi, Bruno. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023 année de la jeunesse. Et j'ai demandé au gouvernement de faire encore plus dans ce domaine essentiel. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté, en consultation avec les jeunes, et celui-là est très important, le programme jeunesse du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme qui a déjà débuté et se décline autour des 3 axes stratégiques suivants. Premièrement, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Deuxièmement, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Troisièmement, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Et je voudrais donc féliciter le ministre Mamadou Touré pour son engagement dans ce secteur essentiel. Est-ce qu'il est, Mamadou? Bravo, bravo Touré. En cette année 2023, des actions fortes sont programmées dans ces différents domaines pour un montant de 361 milliards de francs CFA en vue de tracer des sillons durables pour le succès du programme. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1 118 milliards de francs CFA et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. C'est donc un véritable plan Marshall pour la jeunesse qui sera mis en œuvre pour celles et ceux qui sont l'avenir de la nation. Et je voudrais rappeler que de nombreuses actions ont également été menées en faveur des étudiants, notamment l'ouverture des restaurants universitaires de Cocody et d'Abobo à Niamey, ainsi que la réhabilitation de la cité universitaire de Vridi. Et nous continuerons conformément à nos engagements. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs,
Ma vision est claire. Oui, il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire prospère, développée et moderne. Une Côte d'Ivoire solidaire. Pour que l'État puisse continuer ses actions en faveur des Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, il nous faut encore créer plus de richesses et d'emplois. C'est à cela que nous nous attelons sans relâche, avec l'appui du secteur privé et de nos partenaires, pour la transformation structurelle de notre économie et l'avènement d'un Ivoirien nouveau autour des valeurs de paix, de patriotisme, de civisme et de travail. Ainsi, en dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Après un taux de croissance du produit intérieur brut, le PIB, de 2% en 2020, année où pourtant toutes les économies du monde ont plongé du fait de la Covid, la Côte d'Ivoire a su encore maintenir son expansion. Le taux de croissance du PIB était de 7,4% en 2021. Il est estimé à près de 7%, c'est-à-dire 6,7% en 2022, et le taux d'inflation à 5,3%, l'un des taux les plus bas au monde, malgré les difficultés de pouvoir d'achat par rapport à un certain nombre de produits. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB, alors que la plupart des pays sont au-delà de 100% du PIB. Notre pays continue de bénéficier de la croissance des investisseurs nationaux et internationaux et des acteurs des marchés financiers. Après la mise en œuvre satisfaisante de 2 programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, au cours des 10 dernières années, les négociations pour un 3e programme ont été concluantes en mars dernier. Ainsi, le programme économique financier de la Côte d'Ivoire pour la période 2023-2025 bénéficiera d'un soutien financier de 3,6 milliards de dollars, soit environ 2100 milliards de francs CFA sur 3 ans, avec des décaissements d'environ 700 milliards par an, cette année, en 2024 et en 2025. Les perspectives économiques sont donc favorables, même si le gouvernement doit demeurer attentif en raison des incertitudes liées à une situation internationale instable. Pour l'année 2023, le taux de croissance du produit intérieur brut est projeté à 7,2% et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%. Certains diront que c'est un cours d'économie, mais ça en vaut la peine pour montrer la solidité de la Côte d'Ivoire. Et nous pouvons être fiers de la performance de l'économie ivoirienne grâce aux efforts de chacune et de chacun des Ivoiriens. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui bien plus qu'hier une des locomotives de la sous-région et l'une des principales vitrines d'une Afrique qui avance et qui gagne. Aussi, au tout début de l'année 2024, notre pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Cette CAN qui sera la CAN de l'hospitalité. Et je me félicite de l'état d'avancement de l'ensemble des travaux d'infrastructure. Ils seront tous achevés et livrés à bonne date et conformes aux exigences les plus élevées
de la CAF et de la FIFA. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, la modernisation des institutions à laquelle je me suis engagé dès mon accession à la magistrature suprême s'est traduite par l'adoption de la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016, celle de la Troisième République, pour doter l'État de Côte d'Ivoire d'institutions crédibles et stables. Parce que la Constitution doit être dynamique, épouser l'ère du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République et leur fonctionnement, je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Conformément à l'article 177 de la Constitution, une modification constitutionnelle. Ne n'ayez pas peur. Alors, les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, ainsi que les élections des députés et des sénateurs. L'instauration de 2 sessions ordinaires vise, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental, ce que la session unique ne permettait pas. En fait, nous n'aurions pas dû changer cette disposition de l'ancienne Constitution. Avec l'instauration des 2 sessions ordinaires, les vacances gouvernementales au mois d'août interviendront pendant celles du Parlement qui se situeront de juillet à septembre. Donc, en résumé, 2 sessions de janvier à juin, la première, 3 mois de vacances de juillet à septembre, et la deuxième session essentiellement budgétaire d'octobre à décembre. Quant aux élections des députés et des sénateurs, je crois que ça devrait convenir aux députés et aux sénateurs, n'est-ce pas? Voilà, je vous remercie. Nous avons consulté d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat avant d'entreprendre cette proposition. Quant aux élections des députés et des sénateurs, elles auront lieu après l'élection présidentielle. Voilà, dans le dernier trimestre de l'année. C'est ce qui explique que nous avons avancé les élections locales au mois de septembre pour nous permettre de faire les élections des sénateurs dans le dernier trimestre de cette année, c'est-à-dire en novembre ou en décembre. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, notre pays connaît des avancées remarquables dans tous les domaines, grâce aux efforts de tous nos compatriotes. Et je voudrais nous féliciter de ces avancées. Notre responsabilité est de maintenir cette dynamique de croissance et de progrès pour le rayonnement de notre beau pays et le bien-être de nos populations. C'est pourquoi j'en appelle à toutes les forces vives de la nation, acteurs politiques, société civile, population jeune et moins jeune, à s'investir dans cette quête continue de paix et de progrès. Je souhaite que les prochaines élections municipales et régionales, prévues le 2 septembre de cette année, se déroulent dans un climat de paix, de respect et de fraternité pour le renforcement de notre démocratie. Travaillons tous à faire de la Côte d'Ivoire une véritable terre d'espérance pour tous ceux qui vivent et travaillent dans notre beau pays. Vive la République,
Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Voilà l'adresse du président de la République sur l'état de la nation. Le président de la République a effectivement fait le tour sur toutes les questions qui touchent la marche du pays. Les gens remplis de vaillance ont relevé la dignité. Ficheurs de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous allons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en force unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Et l'hymne national, donc pour refermer ce message du président de la République devant le Congrès, les députés et les sénateurs. Et certainement le président du Congrès va reprendre la parole. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs les parlementaires, nous venons d'écouter le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, objet de notre réunion. L'ordre du jour étant ainsi épuisé, nous allons mettre fin à notre séance. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vous remercie pour votre présence à cette réunion du Parlement réuni en congrès. Avant donc de lever la séance, je voudrais vous convier au rafraîchissement servi en votre honneur. La séance est donc levée. Vous accordez combien de temps? Vous accordez combien de temps? Voilà, le président du Congrès qui a levé la séance après l'adresse du président de la République, Alassane Ouattara, face aux députés et aux sénateurs réunis en Congrès pour la 3e fois. Et il faut noter plusieurs points puisque le président de la République a fait le tour de toutes les questions, la politique, l'économie, la santé, le social et surtout cette année, l'année de la jeunesse. Donc en parler de la politique en faveur des jeunes, la formation, le renforcement de l'engagement citoyen, l'amélioration du bien-être des jeunes, les 3 piliers de la politique emploi jeune qui est déployée jusqu'en 2025 et puis la modification de la Constitution pour réorganiser la session au niveau du Parlement, que ce soit au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Mais c'est un retour, en fait, M. Katou-Roland, c'est un retour à la pratique ancienne. C'est exact. Il s'agit d'un retour à l'ancienne formule de la Constitution. Donc, sur l'esplanade pour les parlementaires. Donc, restez en place pour permettre au président de la République, au vice-président de la République, au Premier ministre et au président de l'institution de sortir d'abord. Merci à vous. Voilà les dispositions pour la photo de famille. Voilà. Oui, donc ce retour... Donc ce retour à la Constitution précédente avec 2 sessions. Il faut dire que dans l'ancienne Constitution, il était prévu une session qui s'ouvrait le dernier mercredi d'avril pour 3 mois.
Et la deuxième, qui se voulait budgétaire, comme l'a annoncé le président de la République, commençait le premier mercredi d'octobre et s'achevait le troisième vendredi de décembre. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails sur la précision du moment d'ouverture, mais on a au moins les périodes annoncées par son Excellence Monsieur le Président de la République, à savoir de janvier à juin et d'octobre à décembre pour la session budgétaire. Oui, parce qu'initialement, de janvier à avril, il n'y avait vraiment pas d'activité, alors que le gouvernement était en fonction. Peut-être que ça handicapait un tout petit peu quand même le fonctionnement au niveau de l'activité gouvernementale. Alors on peut effectivement noter qu'en 2020, comme en 2021 aussi je crois, oui, le Parlement a été emmené à organiser des sessions extraordinaires dans la période de janvier à avril, à janvier à fin mars, pour l'examen de projets de loi déposés sur la table des deux chambres du Parlement par son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc à la pratique, cette période de janvier à mars est une période au cours de laquelle il y a de la production législative. Et donc pour permettre aux sénateurs et députés de pouvoir travailler sur ces textes pendant une session, le Président revient à l'ancienne formule pour leur permettre de travailler de janvier à juin et de laisser la période qui correspond à la période de vacances gouvernementales, donc d'août à septembre, donc de permettre aux parlementaires de ne pas être en session, puisque dans la réalité, les deux chambres ne peuvent pas recevoir des membres du gouvernement pendant cette période de vacances gouvernementales. Et donc il y a une baisse d'activité au cours de ce trimestre de juillet à septembre. Voilà, le président de la République qui se retire, évidemment en saluant tous ces sénateurs et ces députés qui ont effectué le déplacement en très grand nombre. Le président de la République, accompagné de son épouse, Madame Dominique Ouattara, le vice-président de la République, Timoko Mene Kone, le Premier ministre Patrick Hachi. Et il faut rappeler qu'il est prévu donc à la sortie de cette salle du Palais des Congrès de Sofitel Hôtel Ivoire la photo de famille qui va donc permettre de rappeler dans l'histoire l'événement d'aujourd'hui. Il faut également préciser qu'il y a eu cette disposition qui sera prise pour permettre aux partis politiques qui sont notamment au Sénat d'être concernés par le financement de l'État. Des partis politiques au sein des institutions parlementaires, et c'est une très bonne avancée. Et vous avez pu le remarquer que les parlementaires et donc vous avez pu noter que les parlementaires sénateurs étaient heureux de cette nouvelle et donc de mise à, je dirais, à équivalence des textes par rapport donc à cette réalité de financement des partis politiques au sein des assemblées parlementaires, notamment le Sénat. Mais voilà, donc alors que les députés également prennent les dispositions pour la photo de famille, je rappelle que nous avons Herman Guivet dans la main courante, et Herman Guivet évidemment pourra à tout moment prendre l'antenne pour nous donner les réactions des députés et des sénateurs, évidemment heureux, puisque en fait cette décision vient aussi leur permettre de mieux organiser leur calendrier de travail, et assurément ils seront certainement très heureux tout à l'heure au micro de Herman Guivet. Alors un élément peut-être avant que la main courante ne se fasse, il est important qu'aujourd'hui les Ivoiriens dans leur ensemble, nos concitoyens, notent ce rendez-vous qui est annuel, celui du message du président de la République sur l'état de la nation, parce que la Constitution le prévoit chaque année, article 114 de la Constitution. D'accord, donc tout à l'heure on ira donc dans la main courante le temps qu'Herman Guivet nous signale. Et évidemment s'il est prêt, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, le président de la République l'a dit dans son discours, 1667 Ivoiriens qui sont revenus de Tunisie, 92 en provenance du Niger, 47 qui sont sortis du Soudan, actuellement en crise dans cette guerre des généraux à Khartoum.
Khartoum, eh bien cela veut dire que le gouvernement reste aux côtés des Ivoiriens en difficulté hors du pays en prenant les dispositions pour les aider. Herman Guivet, à vous. Alors merci Kolo Coulibaly. Alors on vient tous de suivre à l'instant le discours prononcé par le chef de l'État sur l'état de la nation. Et justement, nous assistons à la sortie de certaines autorités. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que les députés et sénateurs ont suivi avec beaucoup d'attention cette adresse du chef de l'État. Et comme vous l'avez dit dans un instant, nous aurons bien sûr quelques réactions de ces députés et sénateurs suite aux différents propos tenus par le chef de l'État concernant la vie de la nation. Le chef de l'État qui a félicité plusieurs membres du gouvernement justement pour leur action au sein du gouvernement, une action qui porte des fruits sur justement le quotidien des Ivoiriens. Kolo Coulibaly, nous sommes en train d'assister à la sortie du président de la République. Le président de la République qui vient juste donc d'achever son intervention. Alors plusieurs membres du gouvernement ici. Alors le président de la République, voilà, que nous avons en face de nous. Monsieur le Président, voilà. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire vient de vous écouter à l'instant. Vous avez prononcé un grand discours, Monsieur le Président. J'ai entendu 45 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, Kolo Coulibaly, c'était à l'instant la réaction du Président de la République. Et nous aurons justement la réaction de députés et sénateurs qui sont donc en train de venir, Kolo Coulibaly, dans un instant. Les premières réactions que nous avons, alors celles des élus de la nation, l'élu de la nation qui nous rejoint ici, c'est le député Farikou. Alors, honorable. Alors, tout à l'heure, on vient d'assister au discours du président de la République. Quel est l'effet que ce discours a eu sur votre personne? C'est un discours rassurant. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État qui donne beaucoup d'espoir, d'espérance à notre pays. Alors, le président de la République a annoncé de belles perspectives financières pour la Côte d'Ivoire. De quoi vous rassurez, vous, élu de la nation, n'est-ce pas? Mais nous sommes rassurés à plus d'un titre et nous faisons confiance au président de la République. Et nous savons que tout ce qu'il vient de nous dire sera réalisé. Merci honorable. Alors Kolo Coulibaly, juste une dernière réaction avant de vous rendre l'antenne. Kolo Coulibaly, nous sommes avec un autre élu de la nation qui va justement nous donner son avis sur le discours prononcé par le chef de l'État. Merci, honorable Zinso, député d'Aboisseau Commune. Nous venons d'assister à une très belle adresse à la nation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, le chef de l'État. Je retiens essentiellement 2 points. Le premier point, c'est l'effort consenti par l'État de Côte d'Ivoire pour la jeunesse. 1 milliard de francs CFA par jour, ça peut s'applaudir, ça donne de l'espoir à notre jeunesse. Le deuxième point, ce sont bien entendu les indicateurs économiques qui sont au beau fixe et qui dénotent une performance de notre gouvernement et qui est à saluer. Je vous remercie. Merci honorable Zassou. Alors Kolo Coulibaly, voici, juste avant de vous rendre l'antenne, une dernière intervention, Kolo Coulibaly. Alors une intervention, alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu de particulier de l'adresse du chef de l'État? Nous avons été rassurés vraiment par le discours du président de la République qui a fait l'état des lieux de la Côte d'Ivoire et qui nous a montré les performances de l'économie ivoirienne. Merci à Monsieur le Président, on en avait besoin. Merci à vous, Kolo Coulibaly. Une dernière réaction. Salut, ministre Adjoumani, qui a été félicité par le chef de l'État. Monsieur le ministre, le président de la République vient de vous féliciter devant toute la Côte d'Ivoire pour tout le travail que vous abattez. Alors, quel est l'effet que cela a réveillé en vous? C'est un réel motif de satisfaction. Vous savez, le président, c'est lui qui nous met à l'aise, c'est lui qui nous donne les moyens pour travailler. Et tout à l'heure, comme il a dit, la Côte d'Ivoire est debout, la Côte d'Ivoire est solide. Et partout où nous sommes, nous devons donc promouvoir notre pays à travers les actions que nous posons. Vous voyez combien de fois il y a eu des crises et la Côte d'Ivoire s'en sort bien. Avec le développement agricole, nous arrivons à nourrir les Ivoiriens et c'est ça le plus important. Merci à vous, Monsieur le ministre Kolo Coulibaly. Ils sont nombreux à vouloir réagir justement après le discours prononcé par le chef de l'État. Votre réaction rapidement? Oui, alors ma réaction rapide, c'est qu'il y a beaucoup de points. Déjà au niveau de la cohésion sociale, l'économie qui se porte très bien avec la participation du secteur privé et surtout la politique envers la jeunesse pour pouvoir leur permettre de s'insérer socio-professionnellement. Merci à vous. Une autre réaction, celle d'un élu de la nation, Maverick Ouakeus, homme politique. Bonjour. Alors, on vient d'écouter le président de la République qui s'est adressé à la nation. Qu'avez-vous retenu de ce discours du président? On a retenu d'abord une nation qui se porte bien,
au plan économique, au plan social, au plan sécuritaire. Nous avons entendu les performances, les statistiques. Le président allait secteur par secteur faire donc l'état des lieux. Je pense que le bilan est éloquent. Je voudrais lui renouveler mon admiration et féliciter tous les acteurs, notamment le gouvernement, la société civile, tous les Ivoiriens, comme le président l'a dit, ont contribué donc à cet état de la nation. Je m'en félicite et je voudrais dire que nous avons, en tant que parlementaires, pris donc bonne note de la proposition du président de modifier la Constitution en certaines de ses dispositions, notamment de revenir à des dispositions antérieures qui faisaient qu'avec 2 sessions, nous avions une flexibilité, une fluidité de travail. Je pense que les parlementaires ont pris acte et nous allons examiner favorablement ces projets. Voilà, merci. Alors Kolo Coulibaly, voilà, qui marque un terme à cette série de réactions. Merci de nous avoir suivis. À vos l'antenne. Merci Herman Guivet, 5 mars 2020, 19 avril 2022, 25 avril 2023, fin de la 3e réunion du Parlement réuni en congrès. Merci à vous, notre consultant Roland Cateau, directeur de l'information documentaire et de la communication du Sénat, que nous retrouvons très régulièrement. Et ça fait plaisir de vous retrouver. Merci à la RTI. Merci Roland Cateau, merci à tous de nous avoir suivis. Retour de l'antenne. Merci à vous, Kolo Coulibaly. Merci à Herman Guivet et à tous ceux qui nous ont permis d'avoir cette retransmission en direct. C'était donc le message du président de la République devant le Parlement réuni en congrès au palais des congrès donc du Sofitel Hôtel Ivoire. Je suis de retour ici sur ce plateau avec mes invités, Éric Kouadio de l'Assemblée nationale et puis Dr Guy Bessongui qui lui est juriste. Docteur, qu'est-ce qu'on peut retenir tout de suite de cette adresse du chef de l'État? Alors, je peux retenir 2 séquences, 2 mouvements principaux. D'abord, le premier concerne le bilan de l'action gouvernementale, le bilan de la mise en œuvre du programme du président de la République, sur l'année écoulée, l'année 2022, et également jusqu'à ce jour. Il est même parti jusqu'en 2011, lors de sa prise de fonction, en faisant ce bilan-là sur notamment l'aspect économique, social, avec notamment le PJGOU, aujourd'hui, vu que l'accent est mis sur la jeunesse, le plan sécuritaire, le plan diplomatique, avec notamment la fin de la crise avec le Mali, et également le retour également de nos ressortissants au Soudan, en Tunisie, et au Niger. Alors, donc, la première séquence concerne réellement le bilan qui a été dressé. Il a d'ailleurs mis l'accent sur le fait que la Côte d'Ivoire a encore des ressorts économiques assez solides et durables. Et que les perspectives économiques sont favorables. Alors, le second mouvement, très rapidement, que je constate, c'est qu'il y a notamment le président de la République a annoncé 2 réformes, l'une législative et l'autre constitutionnelle, c'est-à-dire des révisions législatives et une révision constitutionnelle. Alors, sur la révision constitutionnelle, législative du moins, elle concerne la loi sur le financement de groupes parlementaires. Le groupe parlementaire, donc la loi de 2004 prévoyait simplement que le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale percevait un financement. Comme vous le savez si bien, le Parlement était monocaméral en 2004. Alors, donc, avec la constitution du 8 novembre 2016, le Parlement étant devenu bicaméral, le Sénat ayant donc fait son apparition, le Sénat n'a pas été pris en compte dans cette loi parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une révision. Donc, c'est donc une régularisation. Une régularisation de cette disposition législative, là, une révision pour tenir compte. Est-ce que dans ce cas-là, M. Kouadio, il y aura une sorte de rappel pour nos sénateurs? Est-ce qu'ils peuvent espérer cela? Bon, ça c'est de façon opérationnelle et pratique, étant donné que c'est une révision de la loi au niveau de la loi de 2004 sur le financement des partis politiques et des groupements politiques. Cette possibilité, elle peut être vue de façon opérationnelle, c'est-à-dire ce sera au niveau du décret d'application qu'on pourra voir ces dispositions. C'est-à-dire, si on prend en compte le moment de l'élection des sénateurs, depuis qu'ils ont commencé leur mandat et qu'ils sont conçus sous forme de groupe politique, il est possible
au niveau du décret d'application, de prévoir ces modalités-là. C'est une possibilité. Et la deuxième réforme, docteur, vous alliez y en venir, c'est concernant, désormais, c'est 2 sessions. On revient à 2 sessions ordinaires au Parlement. Mais cette fois, il y a une petite nuance quelque part. Janvier à juin, ça fait 6 mois. Et puis, ils partent en vacances et ils reviennent pour octobre-décembre. Ça fait 6 mois et ça fait 3 mois. Oui, alors, donc sur la réforme constitutionnelle, mais très rapidement, au niveau de la réforme législative, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de financer les sénateurs. Ce sont les groupes parlementaires. D'accord. C'est bien le groupe parlementaire. Donc, la question sur le rappel ne se pose pas. C'est le groupe parlementaire au Sénat, où les groupes parlementaires sont 2. Il y a RADP et PDCI qui sont les 2 groupes parlementaires au Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale qui en a plus. Ça ne revient pas au même quand on finance les groupes parlementaires. C'est la structure, en fait. En réalité, il faut savoir que ce sont des groupes parlementaires qui sont constitués, qui permettent de faire l'animation au niveau des différentes institutions. C'est la même chose au niveau de l'Assemblée comme au niveau du Sénat. Donc, une fois que les groupes parlementaires sont constitués, ils animent le travail au niveau du Sénat. Donc, normalement, ils devaient avoir accès à ce financement. Le financement est précis, c'est uniquement aux groupes parlementaires. Ce n'est pas aux sénateurs, ce n'est pas aux individus. Donc, le fonctionnement du travail parlementaire. C'est en termes de négociation. C'est au moment où on va modifier le texte de la loi de 2004 qui traite du financement des groupes politiques et des partis politiques. C'est au moment où on va prendre les décrets d'application qui sont prévus par la loi qu'on pourra discuter de ces modalités-là. Oui. Parce qu'ils ont effectivement fonctionné pendant toute la période de la législature sur le Sénat. Donc, il est normal qu'on pense avoir cet aspect-là. Mais ce sont des discussions. Venons-en rapidement pour terminer sur la réforme constitutionnelle. Tout à fait. Alors, donc, la réforme constitutionnelle... 2 sessions ordinaires désormais, on y revient. Sur les sessions. 2 sessions ordinaires qui correspondent notamment aux sessions ordinaires de l'article 62 de l'ancienne Constitution de 2000, donc qui prévoyait 2 sessions ordinaires, mais 2 sessions ordinaires d'une durée de 3 mois chacune. Alors cette fois-ci, ces 2 sessions ordinaires, on revient au principe. D'ailleurs, depuis 1960, on a eu 2 sessions ordinaires avec la Constitution du 3 novembre 60, tout de même avec la Constitution du 1er août 2000. Nous revenons donc au principe de 2 sessions ordinaires. Mais la seule différence ici, c'est qu'il y a une session qui dure 6 mois et la seconde session dure 3 mois. La pratique aurait voulu, et en pratique, c'est de faire en fait 2 sessions de durée équivalente. Voilà, soit c'est 3 mois, ou 4 mois, d'autres durées équivalentes. Mais bon, dans la pratique, je trouve que le principe des 2 sessions est comme ça. Au niveau de la sous-région, de façon pratique, ce sont des sessions qui ont les mêmes durées, 3 mois. Mais en même temps, il faut remarquer que cette modification prend en compte un paramètre important, c'est-à-dire le Parlement étant déjà parti sur une période de 9 mois, une session de 9 mois. Il importe par rapport à la notion d'avantage acquis, c'est-à-dire par rapport au fait lié aux sessions qui induisent des indemnités, de maintenir le même nombre de mois de façon à ce qu'il n'y ait aucune incidence sur les indemnités des députés. Donc, cela peut s'expliquer, ce pourquoi on arrive à 6 mois de janvier à juin et 3 mois d'octobre à novembre. On maintient les 9 mois, on maintient tous les avantages financiers. D'accord. Merci, M. Kouadio. Et le président de la République l'a expliqué, le choix du Sofitel s'explique par le fait qu'il y a des travaux à Yamoussoukro en rapport avec la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Voilà donc pour ce troisième message du président de la République devant le Parlement réuni en congrès qui s'est tenu ce mardi 25 avril au Sofitel à Abidjan, au Côte d'Ivoire. Merci donc d'avoir pu suivre cette émission spéciale qui vous a certainement permis d'en savoir énormément sur cette disposition de la Constitution ivoirienne. Merci à mes invités, Dr Séverin Guibé-Songui et Éric Kouadio. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci aussi à toute l'équipe qui a travaillé à vous offrir une émission de qualité, Abiba Dambélé, Awa Savadogo, Sophie Brou, Timité Mongbekane, Soro Christelle et Afoué Sanogo. Les femmes sont au contrôle, vous le remarquez. Une équipe de dames dynamiques aux côtés desquelles, justement, il y a un homme, Jean-Jacques Kwameala. À très vite.
RTI 1, la chaîne qui rassemble.